À un moment, tu es devenu l'animateur qu'on reconnaissait à peine à, entre guillemets, à quelqu'un qu'on reconnaît très rapidement et tout le monde, ah, c'est lui. Comment tu vis ces moments-là et comment on fait pour Écoute, vivre avec ça? en fait, ça a été progressif, mais effectivement, quand tu passes sur le privé, bah, ils font rapidement de toi une sorte de produit, quoi. Ça fait partie du package. Je m'appelle Mohamed Bouclé, je suis vice-champion du monde de lecture rapide et auteur du best-seller Connaissance illimitée. Dans le podcast Connaissance illimitée, je reçois des invités au parcours extraordinaire pour nous montrer que la réussite est à portée de tous. Paix sur vous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Connaissance illimitée. Et aujourd'hui, je suis avec Thomas Van Ham qui est animateur radio et également auteur d'un livre qui est sorti le 23 novembre dans toutes les librairies de Belgique et également en France. Le livre s'appelle L'éveil. Il retrace son parcours juste incroyable et comment... on en parlera pendant cet épisode. Bonjour Thomas, comment tu vas? Salut Mohamed, en pleine forme. Je suis ravi que tu m'accueilles. Super sympa. Bah, moi, je suis content de t'avoir et je suis content de pouvoir parler de ton ouvrage et de ton parcours. Ouais. Alors, je t'ai présenté avec mes mots, mais j'aimerais bien que toi, tu te présentes et après, comme ça, on peut rentrer dans le vif du sujet. Ouh là là. Alors, je suis journaliste à la base, figure-toi. J'ai 54 ans et j'ai une carrière de 30 ans à la télé, à la radio en Belgique. J'ai commencé par la radio, j'étais assez jeune, et puis j'ai rapidement bifurqué sur la télé, avec tout d'abord une carrière de 17 ans sur la RTBF, qui est le service public, qui est l'équivalent de France 2 en France, où j'ai présenté quantité d'émissions. Ça a commencé par des jeux Génie en herbe qui existaient en France aussi. Je pense que ça a été présenté par Olivier Mine, qui était un jeu interscolaire. Et puis des débats. J'ai présenté une émission royale, quantité d'événementiels, voilà, plein de choses. Et puis un jour, j'ai bifurqué. Je me suis laissé débaucher par le privé. Je suis passé sur RTL, où j'ai fait aussi beaucoup de télé et pas mal de radio. J'ai notamment présenté Tout s'explique, qui est l'équivalent de E égale MC carré chez vous sur Ouais, M6. Et puis la matinale de RTL en radio pendant quelques années aussi. Donc voilà, grosse carrière médiatique en Belgique. exactement. Et en plus, tu en parles, ça me permet directement de Ouais. rentrer dans ton livre. À un moment, tu me parles de ce succès d'un coup. T'as une grosse promotion de RTL dans les radios, dans les affiches, et d'un coup, tout le monde te reconnaît dans la rue, parce que tu avais toute une carrière, mais à un moment, ta carrière un peu, t'es devenu de l'animateur qu'on reconnaissait à peine à, entre guillemets, à quelqu'un qu'on reconnaît très rapidement, et tout le monde, ah, c'est lui. Comment tu vis ces moments-là et comment on fait pour Écoute, vivre avec ça? en fait, ça a été progressif, mais effectivement, quand tu passes sur le privé, bah, ils font rapidement de toi une sorte de produit, quoi. Ça fait partie du package. Et c'est vrai que bah, tu reçois beaucoup d'attention, grande notoriété. Mais en fait, c'est ce que j'avais toujours désiré. C'est au fond de moi, c'est ce que j'avais toujours rêvé quand j'étais enfant. C'est pour ça que je me suis lancé dans ce métier. Mais en fait, ce que j'explique dans mon livre, c'est que j'étais enfin arrivé à ce succès, à cette notoriété, à ce parcours ben, quand même assez réussi dans le milieu de la télé. Et au final, j'avais 50 ans et il y avait un vide. C'est bizarre parce que j'avais coché toutes les cases, tu vois, j'avais coché les cases que je m'étais fixées et en même temps, j'étais pas complètement satisfait. Et c'est ça qui a créé la crise et qui a créé la rupture en fait. Wow. Parce que euh, tu avais ce syndrome de l'imposteur également, t'en parles, Oui, c'est bah, ça ou... on a souvent ce syndrome de l'imposteur, mais au-delà de ça, tu sais, je me suis rendu compte qu'en fait, on court tous après quelque chose, mais en fait, ce sont des conditionnements. C'est-à-dire que la société attend beaucoup de nous, nos parents attendent des choses de nous. En fait, on est très conditionnés et on se crée une vie en fonction de finalement ce que les autres attendent de nous parce qu'on est né dans tel type de famille, dans tel milieu, dans tel pays, avec telle éducation. Et donc, finalement, on devient un peu le personnage qu'on attend de nous. Mais finalement, derrière tous ces conditionnements, qui sommes-nous vraiment et qu'est-ce qu'on cherche vraiment, tu vois, au-delà de faire plaisir finalement aux autres, attendre la validation des autres. Et c'est ça que j'ai découvert à travers ce parcours et à travers cette rupture qui m'a amené ensuite en Inde, on va en parler, qui m'a amené dans une vraie quête de qui j'étais vraiment. Et je pense que c'est un questionnement. Toi, tu es encore jeune, Mohamed, mais c'est vrai que à 50 ans, il y a beaucoup de gens qui se posent cette question d'un moment. Tiens, voilà, j'y suis arrivé.
Mais finalement, est-ce que je suis vraiment heureux? Est-ce que c'est vraiment ce que je voulais? Est-ce que ma vie a vraiment du sens? Et c'est un questionnement qui est de plus en plus présent aujourd'hui, j'ai l'impression, avec un monde qui va pas très très bien, où on perd un peu du sens. Ça s'est vraiment posé, je pense, avec la crise du Covid, où les gens, à un moment, se sont arrêtés, tu vois, se sont posés, et puis on se sont dit, tiens, mais là, tout d'un coup, je cours plus comme avant, mais après quoi je cours, en fait? La Moi, vie, je courais. ou après quoi je courais. Et la vie, elle est courte, en fait. Et c'est un moment de se poser, et de se poser les bonnes questions, et de se dire, mais finalement, est-ce que c'est vraiment ça que je cherche? Est-ce que j'en veux toujours plus? Parce que c'est ce que j'explique, je parle beaucoup d'ego dans le livre, mais notre ego nous pousse à vouloir toujours plus. Alors certains, c'est toujours plus d'argent, d'autres, c'est toujours plus de pouvoir, d'autres, c'est toujours plus... Moi, c'était toujours plus d'applaudissements. J'avais cette espèce de blessure que je portais, j'avais besoin de tous ces applaudissements. Sauf que le problème de ces blessures d'ego, c'est que c'est pas à l'extérieur qu'on va trouver la solution. C'est-à-dire que, par exemple, moi, pour les applaudissements, j'avais beau en recevoir de plus en plus, c'était jamais suffisant. Et à un moment, on devient complètement fou avec ça. Et en fait, la solution, elle est à l'intérieur de nous. Ce qui est fou, c'est que dans ton livre, tu parles de ces applaudissements, de ces commentaires positifs, mais également de ces 2, 3, 4 commentaires négatifs qui ont un impact incroyable sur toi et tu dois faire attention à ton regard, à ton visage, parce que les gens vont percevoir que cet invite ou ce commentaire a eu un impact sur toi et comment tu vivais avec ça parce que effectivement la notoriété, moi j'ai pas cette notoriété, mais je sais que moi sur les réseaux comme je suis très actif, j'ai beaucoup d'haters, j'ai beaucoup de personnes qui disent mais qu'est-ce que tu racontes et donc tu dois à la fois vivre avec les commentaires positifs qui te nourrissent et comment tu fais abstraction à votre niveau, à ton niveau tous ces commentaires négatifs. Tu vois, le problème de ce genre de blessure, c'est que tu as beau recevoir des milliers de commentaires positifs, il suffit d'un commentaire négatif pour te déstabiliser et remettre en question. Et donc, tu parlais d'illégitimité, et tout d'un coup, tu te dis, mais est-ce que je suis bien légitime par rapport à ça? Et donc, ça prouve qu'il y a un problème, tu vois, ça prouve que quelque part, t'es pas assez solide, t'as pas assez d'amour de toi-même que pour supporter aussi ces commentaires négatifs, parce qu'en fait, on découvre en faisant ce métier, et toi, tu le découvres aussi, parce que tu parles des haters, mais qu'on peut pas plaire à tout le monde malheureusement. Et je sais pas comment toi tu réagis par rapport à ça, comment toi tu le vis. Parfois c'est très violent. Hein. Moi j'étais à la radio et on recevait, tu sais, il y a de plus en plus d'interactivité avec le public et on recevait des textos, tu vois, des gens qui nous écoutaient. Et tous les jours il y avait un mec qui me harcelait en disant que j'étais une merde, que j'avais une voix de merde, tu vois, et c'est dur, quoi, d'encaisser ça parce que quand tu fais ce métier-là, au départ, t'as envie d'être aimé, quoi. Tu le fais parce que t'as besoin d'une certaine reconnaissance. Et c'est fou que ça me marquait à ce point-là. Et donc, c'est la preuve qu'il y avait une fêlure, qu'il y avait une blessure. Et c'est ça que j'ai voulu soigner. Et tu l'as soigné. Est-ce que déjà, aujourd'hui, c'est soigné ou pas encore? Est-ce que tu Alors, arrives à faire abstraction? j'arrive de beaucoup plus à faire abstraction. Après, oui, franchement plus, parce qu'en fait, le chemin, il passe d'abord par l'amour de soi. En fait, la clé, c'est d'apprendre à s'aimer. Et ça, c'est essentiel. Et le nombre de gens qui ne s'aiment pas réellement. Mais pour apprendre à s'aimer, il faut être prêt à faire face à toutes nos parts, les parts les plus lumineuses, mais les plus sombres aussi, parce que notre ego, tu vois, il a tendance voilà, à s'auto-convaincre qu'on est une super bonne personne, mais on a tous une part d'ombre et une part de lumière. Et le truc, c'est pas de rejeter cette part d'ombre et de la mettre sous le tapis, c'est juste de l'éclairer, de faire la paix avec elle, la paix avec ses blessures, et à partir de ce moment-là, on commence à s'aimer. Et quand on s'aime, on est tellement moins, voilà, dépendant des avis des autres, parce que on s'affirme tel qu'on est, on n'a pas besoin de cette validation. Mais aujourd'hui, tu le sais, on est dans un monde où les gens ont besoin de la validation des autres. Il suffit de voir les réseaux sociaux, les photos retouchées, les vies complètement fausses que tu vois sur Instagram. Enfin voilà, on s'imagine quand même pas que ces followers sont comme ça toute la journée en train de sourire. Et enfin voilà, ils ont une vie comme tout le monde, avec des merdes comme tout le monde. Mais ils ont tellement besoin de validation, tu vois. Mais parce qu'aujourd'hui on en est là. Et donc le passage, il passe par apprendre à s'aimer, quoi. Mais c'est pas facile, c'est un vrai travail. Et toi, comment t'as appris parce que ça va nous faire la transition avec ton livre, comment t'as appris à t'aimer? Ah Pourquoi? ben, écoute, c'est tout un chemin qui est passé notamment par les médecines chamaniques. Alors, je suis sûr que ça va t'intéresser, mais bon, attention, hein, c'est un truc qui est illégal en France et en Belgique, mais bon, on peut en J'ai parler. vu dans un des chapitres, tu m'expliquais que tu partais à Ouais, Amsterdam et tout. voilà.
Alors, les psychédéliques, c'est quelque chose de plus en plus reconnu par la communauté scientifique. Il faut lire notamment les bouquins d'un psychiatre français qui s'appelle Olivier Chambon, qui parle des psychédéliques. Pour moi, je fais vraiment la différence entre les drogues et les psychédéliques, sauf que les psychédéliques sont encore considérés comme des drogues aujourd'hui légalement dans nos pays. Mais moi, j'ai testé l'ayahuasca, qui est une liane utilisée par les chamans d'Amazonie depuis des millénaires. Et ça, c'est quelque chose qui doit être très encadré, suivi par voilà des gens très spécialisés. Et c'est une cérémonie qui permet vraiment de passer la barrière de l'inconscient et d'aller retrouver de vieux traumas, parce qu'on porte tous des blessures d'enfance, des vieux traumatismes. Souvent, ça se joue avant l'âge de 6 ans, tu vois, et parfois des choses que on a vécues comme des traumas, mais qui étaient en fait en réalité avec un regard d'adulte pas si traumatisantes que ça. Et cette plante permet vraiment de les faire remonter à la surface. Et puis, littéralement de les purger en fait. On va les vomir. Alors c'est pas très fun, c'est pas une partie de plaisir, mais c'est un vrai chemin à l'intérieur de soi, une plante qui te montre tel que tu es vraiment, de manière parfois pas très tendre, et ça permet vraiment de nettoyer ses blessures. Et quand on nettoie ses blessures, bien petit à petit on apprend à s'aimer, je pense. Mais ça peut se faire de plein d'autres façons, hein, la psychanalyse, la méditation, l'hypnose. Il y a plein de techniques pour aller à l'intérieur de soi. Bien sûr. Donc toi, t'es allé à l'intérieur de toi et c'est en allant à l'intérieur de toi que tu as commencé à plus te remettre en question et à travailler sur Voilà. ton estime. Ouais, par exemple, moi, je souffrais, mes parents ont divorcé quand j'avais 6 mois, je souffrais de ce qu'on appelle une blessure d'abandon. Tu vois, il faut lire Lise Bourbeau qui a identifié 5 blessures de l'âme. On porte tous une ou plusieurs blessures. Il y a la blessure de trahison, la blessure de rejet, des choses qu'on a vécues étant enfant. Et les caractéristiques de celui qui souffre d'une blessure d'abandon, c'est qu'il a toujours besoin d'être au centre de l'attention parce qu'en fait, quelque part, il ne s'aime pas trop, quoi. Il a toujours l'impression qu'il va être abandonné et donc il a toujours besoin d'être au centre, d'être dans la lumière. Moi, c'était tout à fait mon cas. Et cette blessure d'abandon, ben, j'ai revécu un épisode avec mon papa quand j'étais jeune et où j'ai vraiment eu cette sensation d'être abandonné. Mais sauf que quand je l'ai revécu avec une vision d'adulte, tu vois. Et quelque part, j'ai mis de la pommade là-dessus. Je l'ai pensé, cette blessure. Et après, une fois qu'on a nettoyé cette blessure, tes rapports avec les autres changent complètement et tu es beaucoup moins sensible aux réactions des uns et des autres et aux remarques qui peuvent être blessantes parce que justement ces remarques ne viennent pas réveiller cette blessure parce que cette blessure elle est guérie en fait. Exactement, parce que effectivement, quand quelqu'un te fait une remarque ou t'envoie une parole négative, si tu la crois, tu crois Oui, cette personne, c'est qu'en vrai, au fond de toi, tu portes ça, tu as déjà ça, ouais, tu dis, ah, il vient d'appuyer. C'est une personne qui est un peu ronde et qu'une personne se moque de son surpoids, si c'est déjà un traumatisme, pour elle, ça va lui faire mal. Mais si la personne assume son corps, ça lui fera pas du tout mal. c'est Et, exactement ça. et dans ton cas de figure, toi, tu disais donc à 50 ans, après 30 ans de carrière, tu arrêtes dans le privé, tu décides de vouloir partir en Inde. Bon, après, il y a eu le Covid et autres. Et tu peux nous expliquer, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour dire, OK, je me fais cette année sympathique qui a, on explique, tu t'en parleras mieux que moi, Ah ouais. mais qu'est-ce qui s'est passé pour te dire, OK, à 50 ans, je suis au haut de ma carrière, je gagne très bien ma vie, j'aime ce que je fais ou pas. On verra comment on le dit. Ah non, mais tu vois, j'aimais ce que je faisais, mais quelque part, il y avait une sorte de vide en moi. Et ça s'est vraiment accéléré au décès de ma petite sœur Zoé, qui avait 39 ans, qui est morte subitement d'une rupture d'anévrisme, qui était un peu mon double dans la famille. Elle me ressemblait très, très fort. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais en fait, tout peut s'écrouler du jour au lendemain. Est-ce que vraiment, là où j'en suis arrivé, alors que j'avais plutôt un boulot de rêve, hein, des voyages magnifiques, je partais au Brésil faire des tournages, je gagnais très bien ma vie, etc. Mais malgré tout, il y avait quelque chose d'inaccompli, tu vois. Et puis quand ma petite sœur est décédée, ça, voilà, toutes les fondations se sont ébranlées. Et là, je me suis dit, bon, il faut en tout cas que je commence par me retrouver. Alors, j'ai commencé par une année sabbatique pour m'assurer quand même que je pourrais revenir. Bon, cette année sabbatique, elle a duré 4 ans. Et j'ai été appelé par l'Inde.
Alors l'Inde, il y a quelque chose d'initiatique. Il fallait que je parte seul, sac à dos, à la découverte de moi. Alors pourquoi l'Inde? Je peux pas te l'expliquer. C'était un appel du cœur. Et voilà, et je suis parti en route pour l'Inde et ça a été la découverte de tellement de choses en Inde et notamment de la spiritualité. Moi qui viens d'une famille très athée, voilà, d'une éducation sans Dieu. Bien moi ça m'a vraiment réveillé quelque chose. Ça m'a fait comprendre beaucoup de choses en tout cas. On en reparlera juste après, mais comment tu vis le regard des autres? Parce que prendre une décision comme celle-ci, moi, à Hmm. mon niveau, quand je suis parti de Paris pour venir m'installer à Montpellier, j'ai arrêté mon métier de salariat pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Mes amis, ma famille, tout le monde dit, mais t'es fou, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu travailles, t'as un super poste, tu gagnes bien ta vie, et là, tu veux tout plaquer pour changer de ville. Ok, changer de ville, tu restes en France, mais surtout pour être entrepreneur, qu'est-ce que tu vas gagner? Donc, à mon niveau, et toi, comment tu l'as vécu avec ton entourage? Pas évident. Mon père totalement affolé, en train de dire mais qu'est-ce que tu fais? Là, t'as le poste de rêve. Il était tellement fier de moi, tu vois. Voilà. Mais par contre, certains amis qui me disent mais en fait, t'as raison. En fait, j'ai toujours rêvé de faire ça. En fait, je suis pas heureux dans mon job, mais j'ose pas. J'ai peur. Et en fait, ce qui nous retient, tu vois, c'est la peur. C'est tout ce que j'ai découvert moi en Inde, notamment grâce à la méditation, c'est que à un moment la méditation, elle permet de lâcher le mental, cette petite voix que tu as là dans la tête là, hein, qui est ton bourreau en permanence, hein, qui a peur de tout, qui te dit tout le temps, mais tu vas pas y arriver, mais tu te rends compte qu'est-ce que les autres vont dire, ou mais t'es pas assez, ou tu n'as pas assez. Ça c'est cette petite voix dans la tête. Et à un moment, et la méditation aide beaucoup à ça, il faut écouter son cœur. Et le cœur, c'est la porte de l'âme. Et vraiment, c'est ce qu'on peut appeler l'intuition aussi. Mais en général, c'est la première voix qui vient quand tu as une décision à prendre. Et puis après, tu as tout de suite ce mental qui revient et qui est effectivement avec les avis des autres qui se rajoutent. Et en général, on reste comme ça et on bouge pas et on n'ose pas. Toi, tu as osé et j'imagine que tu as eu le même genre de sentiment que moi. C'est un moment, ton cœur te disait, vas-y, lance-toi. Et puis, un moment, ta tête te disait, mais non, mais t'es fou, tu vas pas y arriver. Et tu as l'entourage, la famille qui en rajoute, évidemment. Mais ouais, c'est pas évident, hein. Écouter son cœur, c'est important. Et donc, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui est dans le même cas de figure que moi à l'époque, que toi à l'époque, Ouais. qui a ce rêve, qui aimerait se lancer, mais qui a ce rationnel ou cet entourage qui lui dit non mais t'es fou. Ce serait quoi le conseil pour toi? Petite pause pour te dire que si ce podcast te plaît, like et abonne-toi pour recevoir encore plus de contenu. Le conseil, c'est de croire en soi, qu'on est bien plus fort qu'on ne l'imagine en fait, que c'est le mental qui nous empêche d'y aller en fait. La peur est omniprésente dans nos vies en fait, et c'est la peur qui empêche d'avancer. Et elle est compréhensible cette peur. Hein. Cette peur, elle est là pour nous sauver, pour nous empêcher de faire des bêtises. Mais à un moment, quand l'appel est tellement fort, il faut croire en soi. On est bien plus fort qu'on l'imagine. Si vraiment ça parle là, si vraiment cette intuition, on va trouver les capacités pour y arriver. On trouve toujours les capacités. On trouve toujours les capacités. Et donc, quand tu pars en Inde, qu'est-ce que tu découvres pendant ce voyage? Déjà, tu y allais combien de temps et qu'est-ce que tu Trois découvres? mois. 3 mois, un peu. J'avais prévu quelques étapes, mais voilà, je l'ai joué un peu sac à dos, tu vois, backpacker. Euh, Plusieurs choses. Je découvre d'abord l'humilité. Moi qui pensais malgré tout être quelqu'un d'important, mais en fait j'étais quelqu'un peut-être de connu dans la moitié d'un tout petit pays, la Belgique, tu vois, donc pas grand-chose. Et l'Inde c'est un bouleversement, tu vois, il y a tellement de monde, il y a tellement, ça grouille de partout, les odeurs, les bruits, et tout d'un coup tu deviens une petite poussière dans ce magma humain. Mais c'est pas mal de se rendre compte qu'on n'est qu'une petite poussière, hein, finalement, dans ces milliards d'individus, qu'on n'est pas grand-chose. Donc, par rapport à l'ego, je trouve que c'est une belle leçon. Ouais. Ce qu'il y a, c'est que bon, on est une poussière, autant que cette poussière, elle brille dans la lumière, hein, voilà, tant mieux. Mais on n'est qu'une petite poussière. Ça, c'est la première leçon vraiment que j'ai apprise en Inde. Et puis, ça m'a réconcilié avec la mort aussi. J'ai été sur les ghats de Bénarès, Varanasi, qui est une ville sacrée le long du Gange, qui est la ville la plus ancienne au monde. C'est un endroit complètement cosmique, crasseux, et c'est là que les hindous brûlent les morts le long du Gange et jettent leurs cendres dans le Gange. Et très étrangement, alors c'est une vision dantesque, hein, c'est une vision c'est terrible pour un occidental de voir quelque chose comme ça.
Mais tu vois qu'autour des brasiers, les gens, ils sourient, ils sont en paix. Pourquoi? Parce que pour eux, ça signifie la fin du cycle des réincarnations et le retour finalement à la maison. Et donc, c'était la compréhension peut-être que la mort n'est pas une fin, que c'est peut-être même un recommencement ou un retour à la maison. Et ça m'a beaucoup apaisé par rapport à la mort de ma petite sœur. Et puis comprendre aussi que au-delà de ce personnage qu'on joue tous, et ça je l'ai appris grâce à la méditation que j'ai fait chez Osho, qui est un gourou qui n'existe plus, mais qui a un centre encore en Inde, j'ai compris que j'étais bien plus que ce personnage que j'incarnais en ce moment-ci. On joue tous un personnage, je te parlais des conditionnements tout à l'heure, mais qu'en fait j'étais une émergence de ce qu'on peut appeler la vie, de tout ce qui porte la vie, et ce qui m'a fait comprendre que on est bien plus qu'un humain. On est cette âme qui est reliée à toutes les autres âmes et qu'on a une force absolument incroyable au-delà de ce petit personnage qu'on croit incarner. Incroyable. Ça te parle ou pas? Bien sûr, ça me parle, ça me parle. Après, si je rebondissais, on partirait sur un podcast de 5 heures. Donc, je laisse les personnes écouter, méditer sur les propos que tu nous donnes et c'est très profond et juste incroyable. Et donc, tu expliquais tout à l'heure que tu étais parti sur une année et ça a fini en 4 ans. Ouais, alors je suis pas resté 4 ans. Je suis pas resté 4 ans en Inde, tu vois, mais alors je suis rentré, il y avait le Covid, donc voilà, j'ai dû un peu galérer comme tout le monde, rester enfermé, mais petit à petit, ce voyage m'avait déjà changé en fait. Je te parlais de ce détachement par rapport au personnage. Tout d'un coup, je ne voyais plus enfin, mon ancien monde, je le voyais comme des personnages à l'ego blessé et je voulais plus j'étais plus du tout là-dedans, dans le jugement des autres, c'est ce qu'on appelle l'éveil de conscience, tu vois, c'est un moment, c'est un peu comme pour faire comprendre, c'est un peu comme un acteur qui joue Louis XIV, par exemple, pendant toute sa vie, mais à un moment, il finit par se croire Louis XIV, sauf qu'il est qu'un acteur derrière le personnage. Et à un moment, je ne voyais plus que les personnages et je ne voyais plus que les blessures de tous ces personnages. Et moi, je voulais plus rentrer dans ces blessures d'ego qui font qu'on juge les autres, qu'on critique les autres, qu'on a toujours envie d'être meilleur que les autres. Et petit à petit, je me suis éloigné de beaucoup de monde et c'était très compliqué pour moi. Alors, j'ai loué un van. Et je sais pas pourquoi, de nouveau, mon cœur m'a dit, va trouver une plage au bord de l'océan, au soleil. Et j'ai embarqué avec mon chien et je suis parti sur les routes comme ça un peu au hasard et j'ai longé les côtes françaises d'abord et puis par l'ouest, tu vois, et puis le Portugal. Et puis je suis arrivé en Espagne où j'ai découvert mon paradis, où je me suis senti complètement aligné, où j'ai décidé de refaire une partie de ma vie parce que je vis maintenant entre la Belgique et l'Espagne. T'as découvert le soleil aussi? Bah ouais, t'as vu comme je comptais encore. Bonheur, mais la lumière, au-delà du soleil, c'est la lumière, quoi. Tu vois, et puis une énergie un peu différente aussi. Moi, je suis très sensible aux énergies. Effectivement. Et pourquoi tu as écrit, donc, tout ça, tu l'as retracé dans ton livre. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre? Pourquoi, d'un coup, tu t'es dit, il faut que je partage ça? Alors tout d'abord, c'est un livre que j'ai écrit pour moi, figure-toi, parce que c'est très thérapeutique d'écrire en fait. Surtout quand tu vis des événements aussi, voilà, aussi changeants dans ta vie, enfin des choses qui changent tellement. Le fait de le mettre sur papier, moi je l'ai écrit comme un journal. Je l'ai commencé en Inde et ça m'a fait du bien d'abord de l'écrire. Et puis je l'ai repris de manière épisodique. Et à un moment ma nouvelle vie a fait que j'ai commencé à proposer des ateliers de méditation. Et un éditeur a vu ça et il a trouvé ça très étrange pour un ancien animateur vedette de la télé. Et ça l'a intéressé que je publie un livre. Et moi, ça m'a convaincu qu'effectivement, ce parcours, ça pouvait inspirer des gens. Et je t'avoue que depuis que le livre est sorti, d'abord, ça a été un peu fragilisant pour moi parce que je me mets vraiment à nu dans ce livre. Ceux qui me connaissent comme le personnage de la télé sont étonnés, tu vois, parce qu'on me découvre avec beaucoup de, je montre mes failles, je montre mes questionnements, je suis très authentique en fait, et en même temps, je vois des retours et je sens que tellement de gens sont dans ce questionnement de est-ce que je suis vraiment au bon endroit? Est-ce que ma vie a vraiment du sens? Est-ce que c'est pas le moment de changer?
Et ce livre fait écho finalement à beaucoup de vies et je pense que le partage est essentiel. Et moi, j'ai compris une chose, c'est que je reste malgré tout un communicant. Je l'ai fait à travers la télé, je le fais maintenant à travers l'écriture ou à travers la radio. Je le fais aussi à travers mes ateliers parce que enseigner, c'est communiquer aussi. Tu es un communicant aussi et j'ai compris que mon job, c'était de faire passer certains messages et l'éveil de conscience est quelque chose que de plus en plus de gens vivent à l'heure actuelle et c'est un parcours où on peut se sentir très seul aussi parce que incompris des autres. Et le fait de le coucher sur papier, que les gens puissent voir qu'ils sont pas tout seuls dans ce questionnement ou les inspirer peut-être, avec beaucoup d'humilité, je dis tant mieux si ça peut lancer quelques graines et c'est le cas pour l'instant. Donc je suis vraiment ravi. C'est vrai, moi en le lisant, ça m'a énormément marqué et je pense que les gens qui vont lire ce livre vont être marqués par ton parcours et ce que tu as appris et ce que tu dégages dans le livre. Et tu as choisi, tu parles beaucoup d'éveil de conscience et c'est une des raisons pour laquelle tu as appelé ce livre l'éveil. Qu'est-ce Ouais. qui t'a... L'éveil de conscience, c'est ça. Je te parlais du personnage. C'est un moment. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est tellement dans ces personnages qui sont des personnages conditionnés. Hein, on en parlait tout à l'heure. C'est tout ce qu'on attend de toi, ce que la société attend de toi, ce que tu as reçu comme instruction à l'école, tout ce qui a fait en fait, et toutes les blessures, toutes les choses que tu as vécues dans ta vie ont créé ce personnage. Voilà. Mais à un moment, le problème, c'est que la plupart des gens, c'est pas un concept facile à comprendre, hein, mais c'est la plupart des gens s'identifient à ce personnage, croient vraiment qu'ils sont ce petit personnage dans la tête. Mais à un moment, quand tu t'éveilles à la conscience, tu prends une espèce de hauteur phénoménale sur le personnage et tu finis par l'observer, tu comprends que tu es bien plus que ça. Je parlais de cette énergie, ce qu'on peut appeler la vie. D'autres dans les religions, mais moi je ne parle pas de religion, on dirait on est Dieu, Dieu est en nous, tu vois, c'est cette énergie qu'on a là à l'intérieur, que d'autres appellent la source ou le moi supérieur. Et quand tu te reconnectes à ça, tu peux avoir cette capacité à observer le personnage, à voir quand il déraille, parce que souvent quand on s'identifie à l'ego, on ne voit pas quand on déraille. Il y a beaucoup de gens qui déraillent, hein, qui ont leur ego qui déborde. Mais quand tu prends cette hauteur, alors c'est un vrai exercice. Hein, ça ne veut pas dire que c'est pas, on y est arrivé une fois pour toutes, mais tu prends cette hauteur, tu observes le personnage. Et ça change tout, en fait, dans tes rapports avec les autres, dans la façon dont tu vas vivre. Et petit à petit, tu deviens une meilleure personne, une meilleure version de toi-même. Et tu comprends que le seul but dans la vie, c'est pas d'entasser de l'argent, c'est pas bien sûr qu'il en faut pour vivre, hein, ça je dis pas, hein, mais c'est pas d'avoir toujours plus de pouvoir, toujours plus de notoriété, parce que tu deviens fou avec ça. Et d'abord, c'est pas ça que tu vas laisser quand tu partiras. La seule chose que tu laisseras, la seule trace que tu vas laisser dans ta vie, c'est l'amour. C'est l'amour que tu auras pu apporter aux autres. Mais l'amour, c'est plein de choses. Hein. C'est le sourire à la crémière, c'est la main que tu tends à un moment. C'est la seule chose qu'on retiendra de toi et c'est finalement la seule chose qu'on est censé faire ici dans ce monde qui a totalement oublié ça. Hein. En tout cas pour bon nombre de gens et c'est ça qui est dramatique. Ouais. Est-ce que pour toi, ton ouvrage, c'est un héritage que tu laisses? Oh, je n'irai pas jusque-là parce que c'est beaucoup de vanité justement et là on retombe dans l'ego. Non, c'est juste être au service en fait. C'est juste être dans le partage parce qu'aujourd'hui c'est ça qu'on veut. On en a marre de ce monde de plus en plus individualiste où les gens pensent toujours qu'ils sont meilleurs que l'autre, qui se tapent sur la tête, qui se font des guerres idiotes, qui n'a aucun sens alors que finalement on est tous la même chose. Hein, on a tous les mêmes rêves, on est tous connectés, c'est ça que j'ai envie de dire. Et donc, je pense que de plus en plus de gens se retournent vers cette idée, même si c'est difficile parce que la voix générale ne dit pas ça et ce qu'on voit dans les journaux et aux news, ça nous explique pas ça. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui s'écartent de plus en plus de ce monde de violence, du moi-je et moi d'abord, et de comprendre qu'en fait, l'important, c'est le partage, quoi. C'est ça le plus important. Exactement ça. Et aujourd'hui, tu me disais, tu as fait ton tour de la France, la Portugal, l'Espagne, tu es arrivé en Espagne. Qu'est-ce qui t'a fait qu'à un moment, tu te dis, c'est bon, je vais retourner et reprendre, parce que là, tu as repris, tu as... Ouais. Je suis revenu avec une émission de télé, figure-toi. Alors ça, j'ai beaucoup réfléchi à ça parce que j'avais peur de retomber dans l'ego, dans mes petites peurs, etc. Mais j'ai compris
que cette fois-ci, je revenais pas à la télé à mon service, au service de ma petite personne, mais vraiment au service d'une cause. Et une productrice qui est sur le même genre de chemin que moi m'a proposé de faire une émission qui s'appelle Changeons le monde, qui a été diffusée sur la RTBF. Je suis retourné sur le service public. Et Changeons le monde, c'est des grands sujets de société avec la volonté, de manière très divertissante, parce qu'on a appelé ça du divertissance, c'est d'apporter plus de conscience et de montrer que des gens sont déjà en train de changer le monde. On a fait la première émission sur les dérives de la fast fashion et de la pollution générée par l'industrie du vêtement, et de montrer qu'il y a d'autres solutions sont possibles, plutôt que de détruire la planète, parce que détruire la planète, c'est se détruire soi-même, plutôt que d'exploiter des gens qui fabriquent ces vêtements dans des conditions épouvantables. Pas tout ça parce qu'on s'achète un t-shirt à 5 euros, tu vois, mais montrer qu'il y a d'autres options possibles et que voilà, c'est la politique des petits pas. Et voilà, je reviens dans la lumière parce que, comme je te le disais, j'ai compris que j'étais un communicant, que je devais faire passer des petites graines et des petits messages, et c'est ce que je fais aussi à travers du livre. Et c'est quoi la plus grande, pas la difficulté, mais la plus grande galère, entre guillemets, que tu as pu vivre pendant ces 4 années ou pendant ce chemin initiatique? Qui a été assez dur et comment tu l'as surmonté? Le plus dur quand tu entames ce chemin, c'est ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme, c'est le moment où toutes tes certitudes, tout ce que tu avais construit s'écroule, que tu commences à prendre de la hauteur par rapport à l'ego, et donc tu commences à voir les gens qui t'entourent de manière totalement différente, et petit à petit tu t'écartes de ces gens-là, tu comprends plus vraiment ce qui t'arrive, tu te sens inadapté au monde actuel, qui est un monde basé sur l'ego, et à un moment tu te retrouves fort seul et plein de questionnements parce que tu as lâché beaucoup de choses. Tu as fait beaucoup de vide en toi, et ce vide, il n'est pas encore rempli par autre chose, par d'autres rencontres, par d'autres buts dans ta vie. Et ça, je le décris dans le livre aussi, c'est ce moment un peu où tu es paumé, où tu te dis, mais où est-ce que je vais là, en fait? Je comprends pas vraiment. Je lâche plein de trucs, mais en même temps, je sais pas vers quoi je vais. Et mais pas de souci, hein, ça se termine à un moment, parce qu'il y a d'autres gens. Le fait que tu fasses de la place, tu vas vibrer différemment. Et en fait, on attire toujours ce qu'on vibre. Ça, c'est le côté plus spirituel. Mais en fait, je découvre la loi de la vibration, la loi de l'attraction. Ce sont des choses très puissantes. Et en fait, tu te rends compte que tu attires ce que tu vibres. Et donc, quand tu vibrais bas avant, tu étais entouré de gens qui étaient parfois négatifs, qui étaient avec des blessures, etc. Et plus tu vas vibrer haut, plus tu vas attirer d'autres personnes qui sont plus alignées. De manière très concrète pour comprendre, tu vas acheter ton pain, tu souris au boulanger, il va te sourire. Tu tires la gueule au boulanger, il va te tirer la gueule. Je veux dire, c'est d'une évidence. Mais en fait, c'est bien plus puissant que ça. Et donc, si tu vas vibrer du positif toute la journée, tu vas attirer à toi du positif. Si tu vibres la peur en permanence en restant scotché sur des chaînes d'infos qui sont là pour te faire vibrer la peur, tu vas être comme ça et tu vas attirer à toi des situations de peur. C'est une loi spirituelle universelle. Et donc, si tu t'éloignes un peu des choses négatives, des choses qui vont te tirer vers le bas, si tu vibres haut, si tu vibres positivement, sincèrement, je sais que ça marche et je suis sûr que toi, tu le sais aussi, tu vas attirer à toi des choses et des gens positifs. Exactement. Je suis entièrement d'accord et c'est ce que je rabâche tous les jours. Donc, on est Ouais, complètement en phase. c'est une règle. Si tu te dis tout le temps, je vais pas y arriver, ben évidemment que tu vas pas y arriver. Ouais. Si tu te dis, si tu le visualises déjà en disant j'y suis, ben évidemment que j'y suis, évidemment que je l'ai, tu vas l'avoir, c'est clair, c'est une évidence. Regarde le t-shirt que j'ai. Ben ouais, voilà, sans limite. Hein. Et on le disait tout à l'heure, c'est les peurs qui nous empêchent d'avancer. On est sans limite, on a un pouvoir incroyable. Il faut juste lâcher les peurs et vibrer positivement et surtout faire des choses qui ont du sens, qui apportent aux autres. Parce que c'est ça le plus important. Exactement. Et pendant ce voyage, quelle est ta plus grande réussite? Oh, ma plus grande réussite, je n'en sais trop rien. Tu sais, c'est un chemin qui se finit pas, en fait, hein. C'est ça qui est passionnant. J'y suis pas arrivé, moi. Je suis sur le chemin. Je continue à être sur le chemin. Ma plus grande réussite, c'est d'être
plus en paix avec moi-même, de m'être redécouvert, d'avoir lâché de mauvaises habitudes, d'avoir lâché de mauvaises fréquentations, des gens qui me tiraient vers le bas. C'est d'avoir moins peur qu'avant. Mais je te dis, c'est un chemin. Il faut beaucoup d'humilité sur ce chemin. Si j'étais éveillé, tu vois, le livre s'appelle L'éveil, mais l'éveil, c'est un long chemin. Le type éveillé, il s'appelle Bouddha ou il s'appelle Jésus, tu vois. Moi, j'en suis pas là, évidemment. Je suis sur ce chemin, mais je pense qu'on est nombreux sur ce chemin et c'est beau de se retrouver aussi. Donc voilà, la plus grande réussite, c'est ça, c'est d'être sur le chemin en fait. Est-ce que tu estimes par rapport à ce que tu viens de dire, on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie? C'est par rapport à ton entourage et autres. Sûrement, sûrement. Ah oui, je connaissais pas cette règle, mais tu me l'apprends. Mais c'est une belle règle. C'est quoi? C'est tu es la moyenne des. Ouais. Tu es la moyenne. En vrai, dis-moi avec qui tu restes et je te dirai qui tu es. Et donc, dans cette règle, dis-moi avec qui tu restes, je te dirai qui tu es. T'es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies. Et donc, cette règle, c'est si tu prends ton entourage et les gens que tu côtoies tous les jours, si tu es dans une dynamique positive, des gens qui avancent, bah, tu seras dans la même dynamique. Si tu es dans une dynamique négative, exemple, si demain tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat et que tu restes ou du moins, t'as pas de projet d'être entrepreneur ou t'as pas de projet d'écriture de livre, on va prendre plutôt l'écriture de livre, tu restes que avec des écrivains qui te parlent de ça tous les jours et tes 4 amis font que ça, écrire des livres et vont te dire mais tu peux le faire, tu verras, c'est facile, tu vas te mettre à écrire des livres. Et donc clairement, j'y crois, mais il faut pas les chercher absolument. Je pense qu'ils arrivent à toi aussi. Moi, je crois aussi à une autre règle, c'est que la vie, il faut croire en la vie et la vie te met face à des rencontres qui sont là, qui sont essentielles. Moi, je crois pas au hasard. Pour moi, il n'y a pas de hasard. Je pense qu'il y a que des rencontres. Il faut juste savoir saisir ces signes, ces synchronicités, savoir que ces gens, ils n'arrivent pas dans ta vie par hasard. Et il faut pouvoir saisir. Mais je suis d'accord avec toi. Hein. Tu es ce qui t'entoure et on parle de nouveau de vibration. Tu vois, tu vas évidemment des gens qui sont toujours négatifs, ils vont te tirer vers le bas. On connaît tous des gens comme ça où tu vas leur rendre visite et tu sors de là mais épuisé énergétiquement parce qu'ils t'ont pompé ton énergie et ça c'est super négatif. Donc il faut toujours essayer de vibrer haut et d'attirer à soi des gens qui vivent de la même manière et puis essayer de transmettre cette vibration positive aux autres. Et je pense que ça c'est vraiment essentiel. Ouais. Effectivement. On arrive à presque déjà. On parle beaucoup. Presque 45 minutes qu'on est ensemble et qu'on partage énormément de principes et je vous invite vraiment à méditer sur tout ce qui vient d'être dit. J'ai une question que j'aime bien poser à la fin. Bien sûr, je vous invite, on reparlera du livre et à acheter ce livre qui s'appelle L'éveil, qui est aux éditions Ken. Kenes. Ah, Kenes. Kenes. Enfin, attention à la prononciation. Ah, les mots belges, hein, les noms belges, c'est compliqué. Hein. Effectivement. Mais j'ai une question que je pose souvent. C'est si tu étais devant le Thomas de 15 ans ou le Thomas de 18 ans, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Moi, je lui dirais, crois en tes rêves, écoute ton cœur. Je dirais même pas le gamin de 15 ans, je dirais même le gamin de 5-6 ans. Parce qu'en fait, tu vois, à partir de 6 ans, c'est l'âge des premiers conditionnements. C'est l'âge de l'école, c'est l'âge où on te demande, tu dois faire ceci, tu dois devenir ceci, tu vois. Et donc, on perd ce qu'on appelle l'âme d'enfant. L'âme, c'est ça, c'est l'âme d'enfant. C'est cet enfant qu'on était avant l'âge de 6 ans. Et cet enfant, il était plein de rêves. Il était vraiment lui, en fait. Avant tout ce qu'on lui a on l'a obligé de devenir. Et je dirais au petit gamin de 6 ans, eh bien, écoute, suis tes rêves. Écoute ton cœur. N'écoute pas trop ce qu'on te dit. Ton âme sait, ton cœur sait. Et tout l'exercice, justement, en méditation, c'est de reconnecter avec cet enfant intérieur, cette petite voix qu'on peut appeler l'âme. Et ça, c'est vraiment le vrai nous qui est à l'intérieur de nous. Il est pas loin. La solution, elle est pas à l'extérieur de nous. Elle est là, à l'intérieur. Il faut juste se reconnecter à ça. Effectivement. Et est-ce que ce que tu as découvert à 50 ans, tu aurais aimé le découvrir à 30, à 25, à 20 ans plus tôt, ou tu penses que... Non, je regrette rien. C'est un parcours. Je regrette rien de mon parcours. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu des expériences extraordinaires. Je le dis dans le livre d'ailleurs. Quelle carrière magnifique j'ai eue. J'ai eu de très bons moments aussi. Hein. C'est juste qu'à un moment j'ai vécu cette crise, mais jusqu'à présent c'était très bien. Et je pense que tout est juste en fait. Tout devait avoir lieu. Et il n'y a pas de regret à avoir. De toute façon, le passé, c'est passé. Le futur n'existe pas encore.
Restons dans l'instant présent. C'est ce qu'on oublie aussi dans notre société actuelle, parce que dans notre tête, on est toujours là en train de faire des plans pour l'avenir, etc., avoir peur. Pardon, je tousse. Dans notre société, on est toujours là en train d'avoir peur, de s'inquiéter de l'avenir, etc. Et on perd finalement l'essentiel qui est de profiter de l'instant présent et juste d'accueillir la vie telle qu'elle vient avec tous ses miracles et d'être dans la gratitude. Et ça, c'est un exercice aussi que je peux te donner qui est tellement important. C'est la gratitude. C'est juste tous les jours, pour les gens qui sont pas très bien dans leur peau là et qui se posent beaucoup de questions, c'est juste faire vibrer cette partie du cœur et tous les jours se dire ah ouais, il y a eu cet oiseau là qui chantait juste devant ma fenêtre, c'était juste magnifique. Gratitude. Il y a cette femme qui m'a souri dans la rue ou ce monsieur qui m'a tendu la main. Gratitude. Je te jure que ça change complètement ta vie en fait, aller chercher ces petites choses merveilleuses de la vie parce que la vie c'est juste un cadeau en fait. Il y a un exercice que j'aime bien faire et que je dis souvent aux personnes que j'accompagne ou à mes élèves, c'est le soir avant de se coucher, citer 5 moments de gratitude de la journée. Quels sont les Exactement. 5 moments de gratitude et aller chercher au début, les gens ont du mal à trouver et après on se rend compte très rapidement que s'endormir avec des choses positives, c'est très puissant et on passe des meilleures nuits que de commencer à s'endormir en pensant à tous les problèmes et aux problèmes futurs qui n'existent toujours pas, qui n'existent pas en vrai, c'est juste une C'est des peurs. projection. C'est des C'est peurs, peur. c'est des projections. Voilà. Et la peur n'existe pas en fait. La peur est juste une projection de quelque chose qui n'existe pas encore. Et le danger existe, mais la peur c'est une illusion. Mais c'est pas facile, hein. On est dans une société qui vit centrée sur la peur, mais la peur ça n'existe pas en fait. Mais c'est fou de se dire ça, hein, parce que la peur elle est là en permanence. C'est sûr, c'est mental. Merci Thomas d'avoir Merci à toi, passé vraiment. 45 minutes à nos côtés. Je sais que ton temps est très précieux et que tu as beaucoup de choses à faire et tu as accepté d'être avec nous et pour les illimités, donc la communauté. Je vous invite vraiment à aller vous procurer le livre L'éveil de Thomas Van Ham. On mettra le lien Amazon et des différentes plateformes sous l'épisode pour que vous puissiez vous le procurer. C'est un super cadeau à offrir à vos proches et surtout à vous offrir à vous dans un premier temps pour travailler sur votre éveil et sur tout ce qu'on a cité dans cet épisode. Est-ce que Thomas, tu as une dernière chose à partager aux auditeurs? J'ai juste envie de leur dire d'être heureux, voilà, et n'oubliez pas le sens de la vie, c'est le partage, c'est l'amour, c'est la seule chose qui compte. Donc moi, tout ce que j'ai envie de vous souhaiter, c'est voilà beaucoup d'amour. Ce monde part un peu en vrille, mais recentrez-vous, soyez proches des autres, partagez, et moi cet amour, j'ai envie de vous l'envoyer. Voilà, tout simplement. Bonne fête à tous pour ceux qui sont avant les fêtes. Effectivement. Merci Thomas. Et comme je le dis toujours, je suis tué. Nous sommes tous illimités. Prenez soin de vous. Ciao.